Je m'intéresse donc maintenant à une deuxième figure de cette réponse à la crise de l'égalité, qui est ce que j'appellerais l'idéologie libérale conservatrice. On peut dire que le credo des révolutionnaires américains et français avait consacré le principe de l'égalité des conditions. Mais la société des semblables dont il était question ne fondait pas, évidemment, le principe d'une égalité des situations. Et cette distinction entre conditions et situations était bien sûr fondamentale dans leur esprit. Mais les différences en termes de situation n'apparaissaient justifiables que si elles n'avaient aucun caractère proprement social. Et deux termes avaient alors servi à délimiter le champ des inégalités acceptables entre individus, ceux de vertu et de talent. L'article 6 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 89 stipulait ainsi : tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur talent et de leur vertu. La Constitution, la Déclaration des droits de 1793 avait repris la formule. On la retrouve aussi dans le monde américain. La vertu et le talent, la conduite des individus d'un côté et les données de la nature de l'autre. Ce qu'il convient d'appeler l'idéologie libérale conservatrice va résulter tout au long du XIXe siècle d'une dilatation à l'extrême de l'interprétation de ces deux notions. Élargissement maximal de la perception du champ de la responsabilité individuelle pour traiter de la vertu et exacerbation de la place des variables héritées pour appréhender le talent. Cette double dilatation a conduit de cette façon à réduire à l'état de peau de chagrin la dimension proprement sociale des inégalités. Et on peut dire qu'une véritable subversion de la représentation du monde démocratique s'est opérée par le biais de ce coup de force sémantique inlassablement répété. Et c'est des coups de force sémantiques de cette nature qui définissent ce qu'on peut appeler l'idéologie. Et l'idée de similarité a en conséquence été vidée de l'interrogation toujours ouverte sur la juste portée qui la constituait. Extension maximale de la notion de responsabilité individuelle pour traiter de la vertu d'abord. Dans toute la littérature des années 1830 et 1840, notamment celle des grands enquêteurs sociaux, il est frappant de voir à quel point la description du malheur ouvrier, qui emprunte parfois des tonalités extrêmement noires, ira de pair avec la stigmatisation de la responsabilité de ces mêmes ouvriers, accusés d'être menés par l'immoralité et la débauche, la boisson, les conduites sexuelles, etc. On va avoir dans les grands classiques de la littérature sur la condition ouvrière de l'époque, le tableau de l'état physique et moral des ouvriers de Villermé ou bien les grandes enquêtes de Buret, cette dualité. D'un côté, la description méthodique et précise du malheur ouvrier et de l'autre côté, la stigmatisation de la responsabilité ouvrière. En fin de compte, la misère est engendrée par l'imprévoyance, la corruption, la débauche et l'ivrognerie. Ce sont des thèmes qui parcourent toutes ces pages, qu'on retrouve en France, mais que l'on retrouve aussi en Angleterre. Les premières grandes enquêtes ouvrières qui ont lieu en France à la fin des années 1830, stimulées par les demandes de l'Académie des sciences morales et politiques, avaient eu lieu en Angleterre dès le début des années 1830. La première grande enquête parlementaire, en Angleterre, ce sont des enquêtes parlementaires, en France, c'était les travaux commandités par l'Académie des sciences morales et politiques, date de 1834. La première grande enquête parlementaire, elle fait 7 volumes in folio. Il y a près de 10 000 pages pour décrire la situation ouvrière de l'époque. Or, voilà les quelques lignes qui concluent ces 7 volumes. Les commissaires royaux reconnaissent et déclarent qu'il faut moins compter sur un arrangement économique quelconque que sur l'influence de l'éducation morale et religieuse pour changer la condition des prolétaires.
Donc, en Angleterre comme en France, on a appelé à moraliser les pauvres pour améliorer leur sort. Et en Angleterre notamment, s'est mis en place un véritable État moralisateur. Alors qu'en France, la réponse a été timidement de créer un certain nombre de caisses d'épargne ou un certain nombre de mutuelles ou de quelques institutions de prévoyance, en Angleterre, c'était l'instauration des workhouses, les actions publiques visant à détruire les taudis, le développement aussi de tout un arsenal législatif pour limiter les rapports sexuels prénuptiaux ou pour lutter contre l'obscénité, par exemple, et de très puissantes ligues de vertu et de sociétés philanthropiques, beaucoup moins présentes en France, ont accompagné sur le terrain cette entreprise. C'est l'Armée du Salut, le London City Mission, the Charity Organization Society, the London Bible Women and Nurses Mission, ou the Moral Reform Union aussi, pour ne citer que les plus puissantes et les plus célèbres d'entre elles, extrêmement actives. La question de la condition ouvrière a ainsi d'abord été dissoute, pourrait-on dire, la question du paupérisme était dissoute dans les considérations sur la conduite immorale des classes ouvrières. Et les mêmes mots qu'on retrouve dans toute la littérature anglaise ou française, ceux de dépravation, de déchéance, d'abjection, suggèrent que la pauvreté résulte par ce qui finit par être décrit comme une sorte de sécession volontaire du genre humain, une sorte de retour proche à un état d'animalité. Et c'est donc au vice qu'il convenait de s'amender pour que ces prolétaires réintègrent le monde commun. Une littérature répétitive très importante développera tous ces thèmes-là. Donc, première réponse, la moralisation, si je puis dire, du prolétaire. La considération, au fond, c'est l'absence de responsabilité individuelle devant sa propre situation qui crée le malheur. Deuxième grande réponse, c'est des considérations sur le rôle de la nature. L'invocation des différences de talent va jouer un rôle central également dans la légitimation des inégalités, mais au prix d'une manipulation de cette notion. Avant même qu'il ne soit consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le terme de talent avait été utilisé par Rousseau aussi bien que par Thomas Paine comme une catégorie explicative et justificative des différences, mais sans qu'il soit vraiment défini chez eux. Si l'on ouvre les dictionnaires de l'époque, le mot talent appartient clairement au registre de l'ordre naturel. Le talent, lit-on dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, est une disposition naturelle, une aptitude à un art mécanique ou libéral. Tous les talents, de quelque sorte qu'ils soient, ne dépendent pas de nous et doivent par conséquent nous inspirer ni orgueil pour nous, ni mépris pour les autres. Le dictionnaire de l'Académie française, dans son édition de 1786, notait « le talent, don de la nature, don de la nature, disposition et aptitude naturelle pour certaines choses ». Ce terme faisait implicitement donc référence à des qualités éminentes. Il indiquait des capacités d'exception. Les talents étaient toujours, d'une certaine façon, spéciaux, particuliers. Et si la nature ne les distribuait pas également, ils pouvaient cependant être considérés comme étant à l'avantage de tous. Il distinguait certains individus, mais ces talents étaient amis de l'humanité, car la nature en général, dans ses différentes dispositions, était appréhendée comme bienfaisante. C'est toujours à elle que les hommes s'étaient référés au XVIIIe siècle pour légitimer leur projet d'émancipation ou trouver le modèle d'un ordre juste. La nature au XVIIIe siècle, elle est toujours du côté du bien, du droit, de l'égalité. Et il paraissait pour cela évident de parler d'égalité naturelle entre les humains. Et les utopistes pouvaient pour cela s'en présenter comme les fidèles observateurs. La perception de la nature, peut-on dire, va changer de camp au XIXe siècle. On s'y réfère à partir de cette période pour expliquer ce qui divise les hommes et non plus ce qui les rapproche, pour désigner ce qui les contraint et non plus ce qui les libère. Dans ce mouvement, on va passer d'une justification de la distinction de quelques-uns à un système général des inégalités, d'une organisation et d'une hiérarchie sociale. Cette mutation sera la grande œuvre de l'idéologie libérale conservatrice. Et les écrits de Guizot en France vont l'illustrer de façon exemplaire. Guizot s'est drapé dans la rhétorique révolutionnaire pour dénoncer avec
vigueur l'idée de privilège, mais alors que les hommes de 1789 opposaient à l'idée de privilège un principe d'égalité sociale, Guizot va confronter la notion de privilège à celle d'inégalité naturelle. Le privilège est en effet pour lui une pathologie de l'inégalité et non pas une blessure faite à l'égalité. Son raisonnement vaut la peine pour cela d'être rappelé. Les hommes, dit Guizot, sont tous de la même nature et par là pleinement semblables. Mais les forces dont cette nature est douée ne sont pas réparties à tous dans les mêmes proportions. Et sous ce rapport, les hommes sont réellement inégaux. Les inégalités naturelles sont donc pour lui un fait fondé sur des formes de supériorité ou de distinction susceptibles d'être considérées comme objectives. Mais ce qui est inacceptable pour lui, c'est la transformation des inégalités naturelles en inégalités sociales, c'est-à-dire en privilèges. Le privilège, c'est en quelque sorte une distorsion de l'inégalité naturelle, une transformation qui procède d'un double glissement, une prétention à l'extension en dehors de sa portée d'origine d'abord. Lorsque ceux qui détiennent une supériorité physique veulent imposer un pouvoir général assis sur ce principe de la supériorité physique et répriment tous ceux qui possèdent des talents d'un autre ordre, on peut bien dire qu'il y a usurpation d'une inégalité naturelle. Et les inégalités naturelles deviennent sociales lorsque leurs détenteurs veulent exclure les autres inégalités, tout aussi naturelles, mais qui pourraient les concurrencer ou prétendre au partage de leur empire. Toutes les inégalités, originairement dérivées de certaines supériorités naturelles et de leur influence, finissent donc par déclarer la guerre aux supériorités naturelles dont elles ont tenu leur titre, mais dont elles veulent en quelque sorte évacuer les rivaux potentiels. La deuxième modalité du glissement des inégalités naturelles en inégalités sociales dérive chez Guizot de la prétention de ces inégalités sociales et naturelles à se perpétuer d'une génération à l'autre. Une supériorité individuelle se transforme de la sorte en une variable héréditaire. Et c'est l'histoire de la noblesse qui a entendu fonder sur d'hypothétiques hauts faits d'origine ses droits exorbitants. Et ce sont ces deux types de prétentions qui fondent la notion de privilège pour Guizot. Ce qui constitue le privilège, résume-t-il, c'est l'extension mensongère et illégitime, soit dans l'espace, soit dans le temps, de la supériorité réelle qui lui a donné naissance. Le privilège, dès son origine, combat est un ennemi de l'inégalité naturelle. Inégalité naturelle qui a été son berceau, mais il devient le protecteur d'une inégalité factice, sociale, dont il s'efforce d'atténuer la fausseté en s'opposant au libre développement de l'inégalité véritable qui la ferait éclater. Le propre des sociétés modernes, dit Guizot, est donc de repousser les inégalités factices, mais pour laisser, je le cite, libre cours aux inégalités naturelles. Donc, le fait de ce changement de l'appréhension de la notion de privilège, de faire du privilège un ennemi de l'inégalité naturelle et non pas de l'égalité sociale, est un glissement qui est absolument fondamental. Les inégalités, pour lui, sont donc parfaitement admissibles lorsqu'elles sont strictement associées à des individus et à des situations. Mais elles mêlent alors inextricablement les données de la nature et celles de l'activité personnelle. Et à ses yeux, une société démocratique peut se définir en conséquence comme celle qui ne connaît qu'un seul type d'inégalité, celui des inégalités admissibles. Voilà les termes avec lesquels il résume cette philosophie de l'égalité. Aucun artifice, dit-il, ne doit gêner dans l'ordre social le mouvement d'ascension ou de décadence des individus. Les supériorités naturelles, les prééminences sociales ne doivent recevoir de la loi aucun appui factice. Les citoyens doivent être livrés à leur propre mérite, à leur propre force. Il faut que chacun puisse par lui-même devenir tout ce qu'il peut être et ne rencontre dans les institutions ni obstacle qui l'empêche de s'élever s'il en est capable, ni secours qui le fixe dans une situation supérieure s'il ne sait pas s'y maintenir. Alors il y aura bien sûr, loin de ces théories qui ont été formulées dans les années 1820 à la pratique du régime de Juillet,
Mais au-delà des préjugés et des préventions, qui en ont limité la portée et rétréci le sens, c'est bien formulé de cette façon une vision réductrice de l'inégalité qui allait, et de l'égalité donc, qui allait pour longtemps marquer les esprits. Et la notion d'inégalité naturelle que construit théoriquement Guizot va s'ancrer dans les esprits en prétendant se fonder sur les acquis les plus indiscutables de la science. Le propre du XIXe siècle est donc d'avoir vu la naissance de véritables sciences de l'inégalité. Ces sciences de l'inégalité marquent une rupture fondamentale avec le siècle des Lumières. Au milieu du XVIIIe siècle, la science naturelle de Buffon avait contribué à l'ascension d'un imaginaire égalitaire. Au XIXe siècle, ce sont les sciences, au contraire, qui prétendent démontrer le fondement physiologique des inégalités qui retiendront l'attention du public. Il y a eu deux grandes sciences de l'inégalité qui ont été formées alors au XIXe siècle. La première, et la plus ancienne, est la phrénologie, et ensuite, ce sera la mesure de l'intelligence. La phrénologie, qui prétendait, c'est inventé par un médecin allemand qui s'appelle Gall, la phrénologie prétendait caractériser l'individu en fonction des protubérances qui étaient marquées sur son crâne. Et l'idée de Gall, c'est que chaque protubérance correspondait à une fonction, une capacité ou un degré d'intelligence. Et donc, il avait fait des collections de crânes et il essayait d'interpréter à partir de ces crânes la vérité, en quelque sorte, de la personnalité des individus. Cette phrénologie, qui sera remise en cause scientifiquement à partir des années 1830, reposait sur une intuition anatomique importante. Il ne faut pas oublier que Broussais, le grand médecin, publiera une histoire de la phrénologie et fera cours sur la phrénologie à la Salpêtrière. Il y aura des grands savants aussi partout en Europe qui créeront dans les années 1820 des sociétés phrénologiques. Et il y aura un enthousiasme pour la phrénologie de tous les côtés, un enthousiasme dans les milieux progressistes qui verront dans la phrénologie une science de l'homme contre tous les discours spiritualistes. Un enthousiasme que l'on verra marqué à gauche par le fait que Pierre Leroux, par exemple, lorsqu'il sera exilé à Jersey, il donnera un cours de phrénologie, auquel d'ailleurs assistera au premier rang Victor Hugo. Dans l'almanach de la communauté de Théodore Dezamy, le grand théoricien de l'idéal communautaire communiste que j'ai cité tout à l'heure, eh bien, dans son almanach de la communauté, en 1843, il y a une notice d'une 50aine de pages sur la phrénologie. Il y a donc tout un enthousiasme autour de l'idée phrénologique, y compris par exemple aussi chez les fouriéristes. Et si la phrénologie a été interprétée diversement, elle a aussi puissamment contribué à cette idée qu'au fond, il y avait des caractères acquis. Ce sera la même chose avec le succès que connaîtra quelques décennies plus tard, dans les années 70, le livre de Cesare Lombroso, L'homme criminel. Lombroso prétendait aussi que les criminels pouvaient se reconnaître à certains traits. Il estimait qu'il y avait une fossette du criminel qui était typique, par exemple. Et donc, en examinant soigneusement les gens à l'école, on pourrait prévoir ceux qui deviendraient criminels et donc les soigner à temps. On peut penser qu'il y a là quelque chose d'absolument incroyable, mais en même temps, il ne faut pas oublier que, y compris Bernard Lazare en France, contactera Lombroso, parce que Lombroso, parmi tout ce qu'il prétendait, il prétendait qu'il y avait un caractère pathologique de l'antisémitisme parce qu'il n'y avait à ses yeux aucun fondement physique que l'on pouvait repérer. Et donc, Bernard Lazare a demandé à Lombroso une lettre pour l'aider dans la défense de Dreyfus, et qu'il puisse, dans la défense de Dreyfus, citer le fait que le grand Lombroso considérait qu'il y avait un caractère pathologique de l'antisémitisme. Il est donc nécessaire d'analyser de façon complexe, je dirais, le développement de ces sciences de l'inégalité. Ces sciences de l'inégalité ont été complexes, mais elles ont tout de même affermi l'idée qu'au fond, les caractères acquis déterminaient de façon décisive la situation des personnes. Et c'est pour cela que le pays qui sera la terre d'élection de la phrénologie sera les États-Unis. André Siegfried disait
que pour comprendre les États-Unis, il fallait avoir 2 livres en poche, la Bible et un manuel de phrénologie. Et lorsque la phrénologie commencera à passer de mode, devenue trop évidemment vidée de contenu scientifique, mais cela a duré presque 60 ans, je dirais, cette mode phrénologique, il ne faut pas l'oublier. Cette phrénologie, elle aura une fonction très importante. Ce va être, pourrait-on dire, de naturaliser l'inégalité dans un pays qui avait la foi dans l'égalité. Dans le pays qui avait le plus la foi dans l'égalité, l'Amérique, il fallait naturaliser l'inégalité pour qu'elle apparaisse socialement acceptable. Et lorsque la phrénologie commencera à décliner, c'est une deuxième science de l'inégalité qui va se développer en Amérique. Ce sera les tests d'intelligence. Le grand naturaliste Stephen Jay Gould écrira ce que la craniométrie, c'est une autre dénomination de la phrénologie, ce que la craniométrie était au XIXe siècle, les tests d'intelligence le devinrent dès le début du XXe siècle. Cette deuxième science de l'intelligence, la mesure du quotient intellectuel, est important à rappeler tant elle continuait à jouer un rôle essentiel dans la société américaine, même si ce n'est pas le cas en France. Mais c'est un psychologue français, né en 1857, disciple de Théodule Ribot et de Charcot à la Salpêtrière, Alfred Binet, qui est à l'origine du procédé. Binet commença significativement par être attiré par la craniométrie, et lui aussi avait sa collection de crânes, même si elle jetait ses derniers feux, mais il se tournera cependant vers la psychologie, convaincu qu'il était temps de prendre une nouvelle direction pour appréhender les variations individuelles et les variations d'intelligence chez les individus. Et une étude commanditée en 1904 par le ministère de l'Instruction publique lui donnera le moyen de développer cette technique. Il va mettre, au cours de cette enquête au point, sa première échelle métrique de l'intelligence. Aidé d'un collaborateur qui jouera un rôle important, Simon, on parlera du test Binet-Simon à cause de cela, il mettra au point une batterie de tests très variés, destinés à déterminer un niveau intellectuel général indépendant des compétences et des connaissances spécifiques scolaires. Il ne s'intéressait pas au fait de la lecture ou du calcul. Ce qui était important pour lui, c'est d'appréhender des capacités formelles de l'esprit, des formes de raisonnement, de l'aptitude à faire des corrélations, de compréhension d'un énoncé, de disposition à la créativité, etc. Et pour chaque variable, il attribuait un niveau d'âge mental qui contribuait à déterminer un âge mental global. Et rapporté à l'âge biologique, celui-ci permettait de repérer les enfants, à ses yeux, susceptibles de se trouver en situation d'échec scolaire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il proposait de faire une soustraction entre l'âge biologique et l'âge mental. Par la suite, c'est un Allemand qui proposera non pas de faire une soustraction, mais de faire une division, de diviser l'âge mental par l'âge biologique. Et c'est ce qui donnera le quotient intellectuel. Et si Binet avait mis au point cette technique de façon très pragmatique, dans le but direct d'aider à repérer des écoliers en difficulté, beaucoup s'en saisirent ensuite dans un esprit très différent. Et ces tests devinrent utilisés pour classer les individus, les hiérarchiser et les distribuer dans des catégories fixes. Après son décès en 1911, l'associé de Binet, Simon, prendra lui-même d'ailleurs significativement ce virage, comme en témoigne la préface à une réédition de leur grand ouvrage commun sur la mesure de l'intelligence. Cet instrument, dit Simon, est le premier exemple d'une mesure directe de la valeur psychologique des individus. Il a assuré l'idée de l'inégalité des hommes sur une base qui se sentait vague. Il a permis de montrer son rôle universel et mis à jour cette inégalité. Et donc, disait-il, une objectivité, une mesure objective de l'inégalité des hommes. Et c'est effectivement dans cette mesure, avec cet esprit, que se répandra le quotient intellectuel aux États-Unis. L'armée américaine est la première à en faire un usage de masse pendant la Première Guerre mondiale. Elle a examiné et testé alors plus de 2 millions de soldats avec le test Binet-Simon. Et l'engouement fut ensuite général.
on peut dire que l'Amérique devint la patrie des tests, qui eurent leurs grands prêtres entretenant la foi commune et même leur administration centrale, avec, à partir de 1947, l'Educational Testing Service, qui est le service qui gère le fameux SAT, le Scholastic Aptitude Test que tout étudiant américain connaît bien, et qui réjouit depuis cette date toutes les destinées universitaires des jeunes Américains. Il y a eu bien sûr de sévères critiques de méthode ou de fond qui ont été faites à ces mesures, mais la passion des tests n'en a été que marginalement affectée. Ils n'ont depuis, en Amérique, cessé d'irriguer les représentations collectives du social, leur fonction étant globalement intériorisée par la population. Le culte américain des tests, après celui de la phrénologie, constitue un parfait révélateur de la grande contradiction qui a sous-tendu l'histoire des démocraties capitalistes libérales. La coexistence d'une philosophie égalitaire fondatrice et d'une réalité sociale marquée par de fortes inégalités. Et c'est en Amérique que cette tension a été la plus vive. Et c'est pour cela que c'est en Amérique que la tentation de naturaliser l'inégalité a été la plus manifeste. En étant de la sorte désocialisée, l'inégalité a pu prospérer dans un monde viscéralement attaché à l'idée que tous les hommes ont été créés égaux. Elle n'a cessé d'y être légitimée en étant massivement rapportée au seul mérite individuel et au seul talent hérité. Le tableau mériterait certes d'être nuancé et détaillé. Il y a eu bien des façons d'illustrer et de défendre cette tendance américaine à naturaliser l'inégalité. Un monde semble en effet séparer son interprétation extrême telle qu'elle a été, par exemple, exposée par les auteurs de The Bell Curve. The Bell Curve, c'est un livre qui est paru en 1994 et qui a radicalisé l'idée que le QI était la variable déterminante de toutes les positions sociales et de tous les comportements. Et allant plus loin en disant que, et c'est là qui a fait scandale dans ce livre, c'est que les groupes ethniques étaient essentiellement divisés en termes de QI. Alors bien sûr, là on a une radicalisation extrême de cette vision. Et entre cette définition que donnaient les auteurs de The Bell Curve et la pratique routinière des administrateurs du SAT, il y a évidemment un intervalle immense. Mais il y a pourtant une même façon apparentée, pourrait-on dire, de ne pas penser en elle-même la question de l'inégalité sociale. La naturalisation de l'inégalité a été une des modalités, donc, de la légitimation de l'ordre des choses les plus durablement enracinées dans les têtes. Mais on ne peut se contenter, sur ce point, d'une appréhension globale de la question. L'idéologie inégalitaire s'est en effet inscrite dans des perspectives très différentes. Elle a pu prendre les visages presque opposés du darwinisme social le plus implacable ou d'un hygiénisme bonhomme. Se sont aussi croisés en permanence les débats scientifiques, ou à prétention scientifique le plus souvent, sur les fondements et l'ampleur des déterminismes naturels et la formulation de projets qui visaient à modifier ces facteurs naturels. Deux lectures de Darwin se sont par exemple opposées au XIXe siècle. Certains en ont tiré une théorie sociale de la consécration des plus aptes, voyant dans la dynamique des inégalités, avec les conflits qui l'accompagnaient, une transposition à la société humaine du principe de sélection naturelle des espèces. Vision qui s'est épanouie ensuite dans bien des cas, cette vision du darwinisme social, disons, qui s'est épanouie dans bien des cas dans une interprétation nationaliste ou raciste. Ce sera la voie ouverte par l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau. Et cette interprétation sociale, disons, raciste de Darwin a exercé, on le sait, une immense attraction au XIXe siècle, en Amérique comme en Europe. Mais de l'autre côté, un Kropotkin, le grand auteur libertaire, père fondateur de l'anarchisme, a également pu célébrer Darwin, mais dans une perspective radicalement opposée, en considérant que le facteur clé de l'évolution dans les espèces animales était en fait celui de la capacité à la coopération. Et pour Kropotkin, loin de consacrer la loi de la jungle, le principe darwinien de sélection validait au contraire l'idéal socialiste. C'est la théorie qu'il expose dans L'entraide, un facteur de l'évolution. Alors que les socialistes se faisaient en général les farouches adversaires
de l'idée de déterminisme naturel pour justifier l'égalité sur la base de l'affirmation de la primauté des caractères acquis d'ordre culturel et sociaux, eh bien, un Kropotkin montre au contraire que c'est sur une base d'observation naturelle, son livre est une espèce de compilation de travaux scientifiques de l'époque, prouve la nécessité de l'entraide comme facteur naturel d'organisation des sociétés. Il y a bien des débats actuels sur l'altruisme. Regardez le numéro spécial de Sciences humaines qui vient de paraître cette semaine sur le problème de l'altruisme et des questions de la générosité et de l'empathie dans les espèces animales qui redoublent ces questions-là. Et la question des inégalités naturelles a aussi, d'un autre côté, été abordée dans la perspective d'une action correctrice de l'œuvre de la nature. Si les inégalités sont dans la nature, changeons la nature. Et la grande idée des Lumières d'une perfectibilité indéfinie des hommes, dont Turgot et Condorcet s'étaient fait les héros en France, au même titre que Price et Priestley en Angleterre, avait servi de base à l'optimisme des réformateurs de l'instruction publique pendant la Révolution française. Pour un Condorcet, l'école pouvait de la sorte devenir un instrument de correction des inégalités naturelles, au-delà de sa fonction de l'activation des facultés individuelles existantes. L'instruction bien dirigée, écrivait Condorcet, corrige l'inégalité naturelle des facultés, comme les bonnes lois remédient à l'inégalité naturelle des moyens de subsistance. Et le rapprochement des effets de l'instruction avec ceux de la loi était frappant, car il y a chez Condorcet l'idée de produire artificiellement une nouvelle nature sociale, plus harmonieuse, doublant de la sorte le projet de Sieyès qui faisait de la loi, je cite Sieyès, une nouvelle nature bienveillante. L'instruction pouvait, dans cette perspective, s'inscrire dans une vaste ambition démocratique de recréation de la nature. Et dans son premier mémoire sur l'instruction publique, il y a de longues pages de Condorcet qui sont consacrées à cette transformation de l'espèce humaine rendue possible par l'éducation, considérant qu'il serait possible d'aboutir à un développement inédit des organes intellectuels de l'homme. Cette idée d'une physiologie nouvelle née d'une réforme de la nature a joué un rôle fondamental au XIXe siècle. N'oublions pas que chez Fourier avait théorisé le fait que la société nouvelle amènerait à développer des nouveaux organes. Il théorisait par exemple que l'homme deviendrait rapidement doté d'une queue mobile terminée par un œil et que cette queue mobile terminée par un œil permettrait de révolutionner les rapports à autrui et à la perception sensorielle. Et c'est pour cela que quand vous regardez les gravures de l'époque, vous voyez toujours Considérant, le grand disciple de Fourier, qui est représenté avec une queue terminée par un œil. C'est pour cela, ça fait référence à cette vision de Fourier. Alors cette vision de Fourier peut faire sourire, mais quand on parle simplement de créer de nouveaux organes intellectuels, c'est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible. Et ce sont en fait surtout, non pas les pédagogues, mais les grands médecins de la période, révolutionnaires, comme Cabanis, Pinel ou Vicq d'Azir, qui vont, eux, porter le projet d'une régénération proprement physiologique de l'espèce humaine. Et les termes employés par Cabanis, dans son grand ouvrage des rapports du physique et du moral de l'homme, méritent d'être rappelés tant ils éclairent de façon saisissante sa perspective. Je le cite. « Sans doute, il est possible, par un plan de vie combiné sagement et avec constance, d'agir à un assez haut degré sur les habitudes mêmes de la constitution humaine. Il est par conséquent possible d'améliorer, continue Cabanis, la nature particulière de chaque individu. Mais si l'on peut utilement modifier chaque tempérament pris à part, on peut influer d'une manière bien plus étendue, bien plus profonde, sur l'espèce même. Il faut, poursuit Cabanis, que l'hygiène aspire à perfectionner la nature humaine générale. Il continue, après nous être occupés si curieusement des moyens de rendre plus belles et meilleures les races des animaux, ou des plantes utiles et agréables, après avoir remanié 100 fois celles des chevaux et des chiens, après avoir transplanté, greffé, travaillé de toutes les manières les fruits et les fleurs, combien n'est-il pas honteux de négliger totalement la race de l'homme? Comme si elle nous touchait de moins près,
comme s'il était plus essentiel d'avoir des bœufs grands et forts que des hommes vigoureux et sains, des pêches bien odorantes ou des tulipes bien tachetées que des citoyens sages et bons. Il est temps à cet égard, comme à beaucoup d'autres, poursuit Condorcet, de suivre un système de vue plus digne d'une époque de régénération. Il est temps d'oser faire sur nous-mêmes ce que nous avons fait si heureusement sur plusieurs de nos compagnons d'existence, d'oser revoir et corriger l'œuvre de la nature. Et cette vision de Cabanis, elle était toujours inscrite dans une sorte d'optimisme du XVIIIe siècle, de la nature amie des hommes. Et quand j'ai cité Cabet tout à l'heure, il reprenait des formules qu'il avait lues chez Cabanis, c'est évident. Et on voit d'ailleurs des formulations que Cabanis a peut-être lui-même empruntées au premier mémoire sur l'instruction de Condorcet. Mais au XIXe siècle, on trouvera recyclée, si je puis dire, cette ambition de revoir et de corriger l'œuvre de la nature à travers l'idée eugéniste. Et c'est Francis Galton, le cousin de Darwin, qui formulera le programme de ce projet d'amélioration des populations à la fin du XIXe siècle et lui donnera son nom. La possibilité d'en faire un moyen de réduction des inégalités dérivait très clairement de l'attente d'un effet d'homogénéisation positive. Et on ne s'étonnera pas que ce soit aux États-Unis, encore une fois, que l'eugénisme ait d'abord séduit les esprits, comme cela avait été le cas pour la phrénologie quelques décennies plus tôt. Mais c'est cependant dans les pays scandinaves que les premières politiques eugénistes furent mises en œuvre sur une large échelle, sous la houlette des sociodémocrates. L'idéologie progressiste s'y était alors structurée, dans les pays scandinaves, autour du slogan « La médecine plus la réforme sociale ». L'eugénisme se mêla souvent aux États-Unis d'accents racistes, se liant à une idéologie nativiste favorable à une limitation de l'immigration, autant qu'à des projets de stérilisation à visée raciale. Mais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et à la découverte des termes dans lesquels les nazis avaient conçu leurs criminels desseins, l'eugénisme, tout en étant discuté, n'en avait pas moins partout de chauds partisans dans les rangs socialistes. Les anarchistes espagnols eux-mêmes y avaient vu la possibilité de faire advenir un monde meilleur. Il suffit de vous reporter à l'encyclopédie du mouvement eugéniste pour voir par exemple tout le thème de l'eugénisme pratiqué par les anarchistes espagnols, là où ils étaient au pouvoir dans l'Espagne des années 1830, reprenant tout à fait l'esprit scandinave. Visant surtout des populations, la perspective eugéniste n'eut cependant pas d'effet idéologique notable dans la considération de l'inégalité naturelle entre les individus. Et ce, pour une raison très simple, c'est qu'il s'agissait d'un mouvement qui se caractérisait presque partout par l'hétérogénéité des motivations de ces différents apôtres. On avait donc des apôtres de l'eugénisme qui se voulaient des champions de la réalisation de l'égalité par ce moyen, et on avait des eugénistes qui se voulaient les champions du développement du racisme par ces moyens. C'est donc cette ambiguïté qui n'est en quelque sorte levée qu'au moment qu'après la Deuxième Guerre mondiale qui a changé le rapport à cette question, je dirais, de l'amélioration de l'espèce humaine. Question qui pourtant n'est pas terminée. Tous les débats sur la bioéthique reviennent en fait à toute allure sur cette question à travers bien des aspects. La troisième dimension de cette idéologie libérale conservatrice, à côté de cette exacerbation du champ de la responsabilité individuelle et à côté de ce rôle qui est donné, là aussi exacerbé, aux inégalités naturelles à la place de la nature, la troisième dimension de cette idéologie libérale conservatrice, c'est la volonté de mettre chacun à sa place dans la société. Je cite Billaud-Varenne. Dans ses principes régénérateurs du système social, Billaud-Varenne, qui a été un des plus ardents montagnards, auteur d'un rapport fameux sur l'organisation des secours publics. Il écrit « C'est à la nature elle-même, qui a si grandement diversifié nos qualités morales et physiques, à déterminer les succès de chacun. En attribuant à tous des droits égaux, la nature ne peut admettre d'autres restrictions que celles qu'elle a fixées. C'est cette variabilité
de capacité et de talent qui maintient l'égalité civile. De là, poursuit-il, ce concours d'émulation, de vue et d'entreprise qui fait valoir tous les moyens et qui met chaque individu à sa place. L'idéal révolutionnaire en matière d'égalité n'a cessé de cette façon d'être écartelé entre la célébration de l'égalité des chances et l'acceptation jugée nécessaire d'une hiérarchie des places. Tous les projets de réforme de l'école républicaine ont été marqués par cette tension à cette époque. On a voulu que l'école donne à tous leur chance et qu'elle mette en même temps chacun à sa place. Et l'œuvre de Condorcet a bien témoigné de cette difficulté. On le sait, Condorcet donc est un de ceux qui ont le plus insisté sur la fonction de réduction des inégalités de l'école. Il importe à la prospérité publique, écrivait-il par exemple, de donner aux enfants des classes pauvres la possibilité de développer leurs talents. C'est un moyen de diminuer cette inégalité qui naît de la différence des fortunes. Il est suivi en cela par bien d'autres. Mais cette considération sur le rôle de l'école comme réduction des inégalités se doublait chez lui d'une vision pessimiste des effets à venir de la division du travail sur la structure de la société. Dans son rapport sur l'instruction publique, il soulignait ainsi, de 92, il soulignait ainsi de façon visionnaire que le développement des manufactures réduirait certains individus à n'effectuer que des tâches simplifiées et répétitives, les condamnant, disait-il, même à une forme de stupidité. Et il parlait en conséquence d'une distribution du travail introduisant entre les hommes une distance incompatible avec la recherche d'égalité. Les deux vecteurs de la modernité, la perfectibilité des hommes et le progrès technique, rentreraient de la sorte en conflit ouvert, prévoyait-il. Et ce dernier instaurerait un nouveau type d'inégalité humiliante. Il y avait là une difficulté fondamentale introduite dans sa perspective. La question des inégalités cessait en effet dans ce cas d'être appréhendée à partir des seules situations individuelles pour être resituée dans le cadre d'un ordre social. Une tension, et ce constat d'une tension structurante entre l'idéal d'une instruction universelle et les réalités d'une vie sociale hiérarchisée, organisée en professions radicalement différenciées, n'était d'un certain point de vue pas neuf. Cela avait préoccupé les esprits dès le XVIIIe siècle. Et les réformateurs les plus audacieux avaient avoué leur crainte de voir se multiplier ce qu'ils appelaient les faux savants et les ambitions déplacées avec une instruction trop largement dispensée. C'est quelque chose qui est très fortement présent, par exemple, chez La Chalotais. La Chalotais, qui est le grand pourfendeur des Jésuites, celui qui a écrit en 1763 l'essai sur l'éducation nationale, qui est en quelque sorte le père fondateur de la vision de la Troisième République, ou chez Diderot, on pourrait dire que de la même façon, c'est son plan d'une université qui développe de la façon très, très moderne et très originale des plans d'enseignement, mais en même temps qui affirme la peur de voir l'école produire des déclassés, perturber l'ordre social et de perturber la hiérarchie des professions établies. Et cette peur, cette tension donc, entre l'enthousiasme pédagogique d'une école ouverte à tous et d'un risque de bouleversement de l'ordre social et des hiérarchies, deviendra quelque chose de fondamental au XIXe siècle. Cela deviendra fondamental au XIXe siècle pour une raison très simple, c'est que le régime industriel, justement, va radicaliser la question des inégalités. Ce que Condorcet entrevoyait comme une possibilité lointaine, qu'il indiquait comme un problème de l'avenir, eh bien, c'est immédiatement imposé comme une brutalité extrêmement présente. Et le libéralisme conservateur, qui n'a vu de cesse de chercher à réduire le champ de la notion d'égalité sociale, en étendant simultanément ceux de la responsabilité individuelle et des inégalités naturelles, va justement considérer le développement de l'économie moderne comme un renforcement, je dirais, du rôle considéré comme moteur des inégalités naturelles. L'économie
va être naturalisée en quelque sorte. On va considérer que l'économie est naturalisée, et un des premiers théoriciens de cela, ce va être Charles Dunoyer, l'auteur du livre très connu à l'époque de la liberté du travail, dans lequel il va montrer que le régime de l'industrie moderne est un régime qui organise justement l'inégalité, est un régime qui a besoin de l'inégalité pour fonctionner. Et donc, il renforce en quelque sorte la réalité des inégalités naturelles. Il les renforce pour leur donner leur pleine puissance. Et on peut dire que c'est dans ce mouvement que l'idéologie libérale conservatrice rejoint les conceptions les plus aristocratiques et les plus réactionnaires de l'inégalité comme moteur nécessaire et positif du monde. Quand on regarde la littérature qui va de Joseph de Maistre à Nietzsche, ou quand on regarde l'ouvrage fameux de 1923 écrit de colère après la révolution russe, celui de Nicolas Berdiaev de l'inégalité, je le cite parce que le livre de Nicolas Berdiaev vient d'être réédité aux éditions L'Âge d'Homme. Et Berdiaev a une théorie de l'inégalité comme une structure presque cosmique, la nécessité presque vitale du fonctionnement du monde. Il retrouve des accents qu'il emprunte aussi bien à Joseph de Maistre qu'à Nietzsche. Et au fond, cette vision des lois naturelles de l'économie finit par retrouver tout à fait cette conception de l'inégalité, non pas simplement comme un fait que l'on doit accepter parce qu'il est donné par la nature, mais de l'inégalité comme un moteur positif de l'organisation humaine. Et dit Dunoyer, c'est ce qu'enseigne l'économie. L'économie à la division du travail montre que l'inégalité est la condition du développement. Dans une économie de croissance et d'innovation, dit-il, les supériorités sont la source de tout ce qui se fait de grand et d'utile. Réduisez tout à l'égalité et vous aurez tout réduit à l'inaction. Le développement de l'industrie, poursuit-il, serait tout uniment impossible si les hommes étaient tous également heureux. Donc les lois de l'économie viennent en quelque sorte redoubler les lois de la nature ou se présenter comme des nouvelles lois de la nature. Et l'idée même d'une réduction générale des inégalités n'a évidemment plus aucun sens dans cette perspective. Seule la mobilité marginale des situations individuelles pouvait être envisageable. Le maintien affiché de la foi dans les principes généraux de 1789 se liait de la sorte à leur interprétation la plus minimaliste. Et cette appréhension s'est retrouvée dans la conception de l'école qui s'impose à partir de cette période en France, celle d'une stricte hiérarchie des niveaux d'enseignement, reproduisant les divisions de l'organisation sociale, et de l'autre côté, une démocratisation restreinte au recrutement des élites de l'autre côté. C'est à cette figure d'une méritocratie de sommet que s'est progressivement identifié et réduit aussi le modèle républicain français. L'école ayant pour fond double fonction, à la fois de classer et de démocratiser. De classer la masse et de démocratiser, c'est-à-dire de laisser ouvert au sommet la possibilité d'une circulation des citoyens les plus talentueux pour qu'ils aillent vers les fonctions de direction de la société. Et ce sera toute l'idéologie des grandes écoles françaises, cette idée d'un élitisme républicain qui naît pendant la Révolution, c'est celle d'un système dans lequel il faut aller repérer dans les sous-sols les plus obscurs de la société les talents qui sont cachés pour les faire monter au sommet. Mais il ne s'agit dans ces cas-là que d'un mouvement extrêmement limité. Pendant la Révolution, on parlait en ce sens d'élèves nationaux qui seraient en quelque sorte entretenus aux frais de la nation pour aller peupler ensuite les grandes écoles. Celui qui jouera un rôle extrêmement important pour revoir dans ce mécanisme de sélection, je le cite, une grande institution démocratique, c'est Monge, qui jouera avec Fourcroy un rôle très important dans la mise en place de l'école polytechnique. Mais cette vision méritocratique de sommet, elle ne concernait qu'un très petit nombre de personnes. Sous la monarchie de Juillet, en 1833, il y avait toujours ce système d'élèves boursiers
dans les collèges royaux pour aller vers le système des grandes écoles, eh bien, il n'était que 1600 élèves boursiers en 1833. Et la grande masse de ces boursiers, 90%, c'est une statistique que j'ai établie en regardant le tableau des élèves du gouvernement dans les collèges royaux de mars 1834, la grande masse des boursiers était composée d'enfants dont les parents avaient rendu des services à l'État, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires méritants, pourrait-on dire. Et il n'y avait que quelques pourcents d'enfants qui venaient véritablement des classes populaires. Et celui qui a porté à son comble cette vision de la méritocratie, c'est en 1848 Hippolyte Carnot, qui est un ancien simonien, un ancien saint-simonien, qui a été ministre de l'Instruction publique et qui a eu cette idée de faire dispenser dans toutes les écoles primaires françaises d'un enseignement qui portait sur des sujets qui étaient au concours de l'école polytechnique, pour de la sorte préparer également tous les citoyens à cette grande compétition nationale. Il y a là d'ailleurs une spécificité véritablement française, c'est qu'on a pensé à organiser les grandes écoles comme, on pourrait dire, une sorte de distillateur social. Cette notion de distillateur social, elle est très, très importante pour comprendre le rôle donné aux grandes écoles en France, alors qu'au même moment, dans les autres pays européens, on développait les universités. Les universités, c'est-à-dire que ce sont des lieux d'érudition, de production savante, de recherche, d'enseignement, mais non pas des machines de classement qui sont greffées sur l'enseignement de savoir pratique. Voilà la grande différence. On peut donc dire qu'il y a eu cette méritocratie de sommet qui a été de pair en France avec toute cette idéologie libérale conservatrice, et que ceux qui s'y sont opposés ont été très peu nombreux. Sous la Restauration, on a un pédagogue comme Joseph Jacotot, celui qui publiera le formidable Journal de l'émancipation intellectuelle, qui partait du principe que tous les hommes ont une intelligence égale. Mais ce Jacotot ne sera guère écouté. De la même façon, à la fin du siècle, un Courcelles-Senneuil dénoncera ce qu'il appelait le mandarinat français à travers ce système des concours, voyant là une rigidité des effets de corps qui découlent de ces systèmes du grandes écoles, les accusant de recréer des formes de privilèges et de former de nouvelles castes à prétention démocratique. Et dans les républicains, dans les milieux républicains même de l'enseignement, Henri Marion, un grand pédagogue, sera quasiment le seul à dénoncer dans les revues spécialisées ce qu'il appelait la rage de classement et de comparaison qui caractérisait les Français. Il y a donc eu là, pourrait-on dire, dans la formation de cette méritocratie de classement, formation, je dirais, du troisième pilier de cette idéologie libérale conservatrice en France et qui, pour cela, par ce biais, si je puis dire, est devenue aussi une idéologie républicaine. Guizot avait employé le terme d'aristocratie mobile de l'égalité pour qualifier ce qui allait constituer l'une des articulations vitales de la culture politique française. Et de la monarchie de Juillet à la Troisième République, c'est la figure de l'élitisme républicain dont il a constitué la matrice qui n'a cessé de se renforcer jusqu'à phagocyter toutes les autres définitions de l'égalité. Le principe de l'égalité des chances, supposé régir le sommet de la société, y a été le masque de la reproduction massive des places dans l'ensemble de la société. Et c'est en propre le travail de l'idéologie que d'évider la réalité de cette manière, masquée derrière l'affichage de principes que nul ne saurait contester. À la semaine prochaine.